Dans la précédente vidéo, je vous ai laissé au large du Guatemala. Entre-temps, j'ai traversé la Bahia d'Amatique pour rejoindre le point d'entrée au Belize qui se trouve à Punta Gorda, où je me suis bien fait avoir d'ailleurs au passage pendant les formalités. Et ensuite, j'étais passé la nuit dans un mouillage au milieu de la mangrove, d'où je suis reparti le jour suivant. L'objectif, c'est de sortir par l'est, de tirer un grand bord vers l'est, vers le sud-est en fait, pour ensuite remonter au nord-ouest. De toute façon, ça va être du près, 2 fois la distance, 3 fois la peine. Et là-bas, au fond, on distingue la côte, oui, mais surtout les montagnes du Honduras. Du coup, ça paraît proche, parce qu'effectivement, comme c'est assez haut là-bas, on a l'impression que c'est proche, mais pas tant que ça. Alors petit à petit, en fait, j'essaie de m'exercer à avoir l'œil qui détecte les variations de couleurs en fonction des bancs. Alors je sais pas si c'est des bancs de sable ou des coraux, je sais pas. En slalomant comme ça sur la carte, si je m'en tenais que à la carte, je pourrais passer dessus. C'est comme beaucoup de choses, il ne faut pas trop prendre la confiance parce que après, ça peut mal se finir. Donc déjà, exercer l'œil, s'entraîner à repérer les variations du bleu de l'eau, ce que je ne suis pas habitué à faire. Prendre confiance dans la navigation au milieu des patates de corail, des mangroves, des îlots, des hauts fonds. Îlots avec du sable blanc là-bas. Quel plaisir de naviguer sur un plan d'eau pareil. J'ai 20 nœuds de vent et pas de vagues. Faire du près dans ces conditions, c'est incroyable. C'est un vrai régal, honnêtement. Mon mouillage, il est quelque part par là-bas. Ici, j'ai une île et j'en ai une autre en face. Il va falloir qu'en fait, je contourne, là encore, il y a une espèce de truc au milieu. Et donc, que je fasse comme un S, comme ça, pour arriver là-bas. Donc, j'ai roulé un peu de génois. Il y a quand même 20 nœuds de vent. Et là, je commence à m'approcher. Il faut faire gaffe à la trajectoire. Donc, j'ai pas besoin d'autant de puissance pour faire ça. D'autant plus que là, même le génois roulé comme ça est même pas réglé. J'avance à plus de 5 nœuds. Voilà le mouillage là-bas. Bon, je suis pas le seul, il y a déjà plusieurs bateaux. Comme d'ailleurs hier, je suis arrivé, j'étais tout seul au mouillage et il y a un bateau avec des Texans qui est arrivé. On a discuté ce matin. Là, le jour s'est levé, maintenant je suis toujours au mouillage à New Haven et je préparais ma navigation pour essayer de rejoindre Plasencia qui est un peu plus au nord, avec un possible déroutement sur un lieu qui s'appelle New Monkey River, quelque chose comme ça. Mais en regardant les cartes, il y a quelque chose dont je vais vous parler, c'est la précision des cartes. Actuellement ici, j'utilise les cartes Navionics, c'est peut-être la cartographie la plus utilisée dans le monde de la plaisance. Le gros avantage que je lui trouve surtout, c'est qu'elle est extrêmement lisible. Et jusqu'ici, j'ai pas eu grand chose à lui reprocher. Mais je dois avouer que dans la région, les sondes sont particulièrement imprécises, voire même parfois fausses. Et hier, je me suis fait un peu peur. Je vais vous montrer ce qui s'est produit hier. Voilà la trace de ma navigation d'hier. Donc ça a été une navigation assez courte, quelques heures seulement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les instruments de navigation de Quetzal sont connectés par Wi-Fi à la tablette. Par exemple, on voit que le long de ma trace, Navionics fait une correction des sondes que lui connaît déjà, avec les parties que mon sondeur détecte. La plupart du temps, c'est plus ou moins les mêmes choses. Par exemple, ici, j'ai une ligne de sonde à 18,5. Moi, quand je suis passé, j'étais bien à 18,5. Et il y a des fois où ça colle pas. Comme par exemple ici. J'ai déjà avancé dans des profondeurs qui m'étaient indiquées de l'ordre de 11 mètres
Et moi, en plus de ça, avant, je mesurais des profondeurs supérieures, puisque là où un avionique m'indique 12 mètres, moi je mesurais 19 mètres 5. Et puis tout d'un coup, je vois le fond qui remonte, alors que moi j'ai une sonde à 12 mètres, donc 12 mètres, ça m'inquiète pas. Et je passe de 18, 17, 16, 15, 7, 6, 5 mètres. Et là, je passe sur toute une zone à 5 mètres. On se dit, bah, la carte, là, elle est pas bonne, mais il faudrait pas que ça remonte jusqu'à 0. Et là, j'ai eu un petit coup de stress quand même, parce que le bateau était à pleine puissance. Ça s'est produit très rapidement. Ça, en quelques secondes, le fond est remonté comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dessous là, 5 mètres, qui est pas indiqué sur la carte, je sais pas. De voir tout d'un coup le sondeur qui remonte de 18 mètres à 5 mètres en quelques secondes, ça fait un choc quand même, hein. Donc c'est pour ça que la navigation ici, le mot-clé c'est la vigilance, être toujours alerte à essayer de détecter les variations de couleur de l'eau, si vraiment ça devient trop clair, s'il n'y a pas un risque d'y aller, et dans le doute, de s'en éloigner tout simplement. Tant que je suis à vous montrer la trace d'hier, après avoir quitté le mouillage, donc j'ai fait ce parcours là avec la dérive haute, et à ce moment-là, j'ai baissé la dérive. Et cette inflexion de la trajectoire là, elle est uniquement due au fait d'avoir baissé la dérive. Donc là j'avais grosso modo une route qui était au 155, et qui ensuite s'est incurvé au 135. J'ai gagné presque 20 degrés et ce gain est uniquement dû au fait de baisser la dérive. En tout cas aujourd'hui, ça va être une navigation vers Plasencia avec possiblement un déroutement sur Monkey River. Car en fait la difficulté c'est pas tellement la distance, c'est l'orientation du vent. Le soleil se couche tôt ici vers 18h. La brise elle se lève à partir de midi, donc ça fait 5-6 heures de navigation effective. Si en plus de ça il faut prendre une trajectoire suffisamment large et suffisamment loin de tout pour naviguer en sécurité, on peut passer facilement 5-6 heures en mer sans forcément faire beaucoup de distance. Alors en quittant le mouillage, je suis obligé de jouer un peu avec les sautes de vent qu'il y a, puisque le vent vient de par là et l'île génère une perturbation. Donc ça varie entre 20 degrés et 70 degrés. Il y a des pélicans là-bas qui pêchent. Je suis toujours surpris de voir des pélicans comment ça vole bien, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit un oiseau d'une esthétique parfaite. 4, 5. Alors avant de partir, j'avais refait les faveurs de la voile. Les faveurs, ce sont des petits brins de laine ou de tissu qu'on met sur le bord de fuite de la voile, à l'arrière, de façon à voir si l'écoulement de l'air est bien laminaire. Ce sont les petits fils de laine bleus qu'il y a au bout de chaque latte sur la voile. Et là, pour une fois, j'arrive à tous les voir. Le problème, c'est que les fils de laine vont souvent se prendre dans les bosses de riz. Et du coup, ils n'arrivent pas à se déployer. Et là, pour une fois, j'ai les 4 qui sont déployés. C'est parfait. Et en plus, comme ça, je sais que ma voile est bien réglée. Généralement, le réglage, je le fais au jugé, mais c'est bien d'avoir un outil qui permet d'avoir un retour qui confirme que les réglages sont les bons. Encore, je suis au pré sur une mer parfaitement plate. C'est rare en haute mer d'avoir ce genre de conditions. Donc là c'est parce qu'on est à l'intérieur d'un récif de corail, ça veut casser toute la houle et le vent n'est pas assez fort pour générer des vagues significatives. Alors naviguer sur cette mer plate me permet de découvrir des domaines dans lesquels je ne vais jamais, notamment au niveau du pré. Le bateau est réglé pour monter à 33 degrés et donc il varie entre 30 et 35 degrés. Pour un dériveur c'est pas commun. Et j'avoue qu'en plus de ça, comme je l'ai déjà dit, c'est un régal de naviguer dans ces conditions. Le vent est toujours assez faiblard, j'ai moins de 10 nœuds de vent que je prends en plus à 30 degrés. Donc autant dire que la vitesse n'est pas extraordinaire. Donc je vais me dérouter, parce que viser Plasencia maintenant, c'est un peu ambitieux. Je pourrais peut-être le faire, mais ce serait pour arriver juste à la tombée de la nuit. Et en plus il n'y a pas de lune du tout. Donc ça va être jeter l'ancre et aller me coucher. Ce que je vais faire, je vais me dérouter sur Monkey River, qui est le point que j'avais repéré déjà. Et je regarde en face, il y a des grosses masses nuageuses qui sont en train de se développer là-bas. Curieusement, jusqu'ici, j'ai été assez épargné par les orages. Voilà la côte qui est proche maintenant. Alors c'est toujours un peu difficile d'arriver à évaluer la distance. C'est pour ça que j'ai roulé le génois, parce que je veux pas avoir à être pris par surprise. En plus de ça, j'ai pas ramené ma contre-écoute. Voilà, c'est fait. Comme maintenant que je suis proche de la côte, le vent est à plus de 15 nœuds.
Et en fait je me demande si j'étais pas un peu loin, si j'avais, au lieu de m'être éloigné comme je l'ai fait, j'avais tiré des bords le long de la côte, peut-être que j'aurais plus de vent. Je sais pas. On va essayer demain ça. L'entrée du mouillage, et là ça fait une espèce de langue de terre qui s'avance, et au milieu de cette entrée il y a des massifs, alors je sais pas si c'est du corail ou de la roche, il y a des caillasses quoi. Et sur la carte ils me disent de faire un hug à la côte, donc il faut se coller à la côte pour pouvoir passer et arriver à contourner cette langue de terre pour passer derrière. Donc je suis au mouillage de nuit et j'entendais des choses qui tapaient contre la coque. Au début j'ai pensé que c'était une écoute ou quelque chose qui était tombé à l'eau et qui tapait sur la coque. Mais non, en fait ce sont des poissons. C'est vraiment curieux ces poissons qui tapent dans la coque comme ça. Bon, c'est peut-être pas l'espèce la plus réussie de la création. Ouais, c'est ces petits poissons longs là comme ça. Il n'y a pas de lune, c'est entièrement noir, mais du coup je retrouve ces ciels étoilés qui sont extraordinaires. On n'a plus l'occasion de voir le ciel comme ça. Faut vraiment aller soit en pleine mer, soit alors dans ce genre d'endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. Alors la grosse étoile brillante, en fait c'est pas une étoile, hein, c'est le feu de mouillage du bateau qui est derrière moi. Allez, direction Plasencia aujourd'hui, sous un ciel plutôt nuageux. Il y a plusieurs grains déjà qui sont passés. Bon, c'est pas très loin Plasencia, c'est à quelques milles un peu plus au nord. Comme le vent vient exactement de là où je dois aller, il faut que je tire des bords, de partir vers le sud-est et de retirer un bord vers le nord-ouest. Et voilà le Vega. Il est vraiment petit pour être un paquebot. Je me demande si c'est pas ce genre de bateau où les gens achètent carrément leur cabine à l'année. Et voilà Plasencia. J'espère bien ici trouver un moyen de récupérer des dollars. Le jour se lève et aujourd'hui je vais quitter Plasencia pour aller à Long Coco Cay. C'est une île qui est à 9000 à peu près à l'est. Alors déjà 9000 à la voile, en général c'est jamais 9000. Et encore moins ici parce qu'il faut tenir compte de l'orientation du vent, mais aussi des coraux, des hauts fonds, des bancs de sable. Sur la route que j'ai tracée, il y en a au moins pour plus du double. Alors voilà où je suis. Plasencia, et voilà où je veux aller, Long Coco Cay. La distance à vol d'oiseau est d'environ 9000 et entre les deux il y a tout un ensemble de keys là, des îlots dans lesquels je ne veux pas passer parce que le vent dominant est de nord-est, c'est-à-dire dans cette direction, et les bords que je peux tirer ce sont donc des bords soit de sud-est comme ça, soit alors de nord-est comme ça. Donc l'idée initiale c'était de partir vers le nord, de remonter, il y a toute une zone libre dans laquelle la navigation est facile, et ensuite redescendre le long là pour rejoindre Long Coco Cay qui est ici. Le problème c'est que le premier bord à tirer ici, ça peut être qu'un bord de nord-ouest, mais là c'est pas possible puisqu'il y a la terre, soit alors un bord de sud-est, et dans ce cas là c'est plus partir vers le nord mais c'est partir vers le sud. Donc ce que je vais faire, je vais partir par le nord, franchir ce passage qui est assez étroit dans lequel il va falloir être assez prudent, monter la voile quand je serai dans cette zone là puisque le vent venant du nord-est, ça me permettra d'être face au vent à ce moment là, et ensuite abattre de façon à tirer mon premier bord sud-est dans cette zone qui est libre sur 2-3 milles ici, et remonter au sein de toute cette zone de façon à contourner l'ensemble de l'archipel de Keys ici que je veux éviter, pouvoir redescendre ensuite peut-être en ligne directe d'assez haut d'ailleurs sur Long Coco Cay comme ça. Alors là-bas on distingue l'archipel de Keys que je souhaite contourner, et moi là où je vais ça doit se trouver derrière, c'est peut-être d'ailleurs une des Keys qu'on voit au fond là-bas. Et avec Plasencia qu'on a quitté, très sympa comme escale. Donc nous y voilà, et maintenant il va falloir aller se trouver. Alors il y a déjà 2 bateaux mouillage. J'ai repéré, je vais aller me mettre un peu sur la gauche en fait. Il y a des choses dans l'eau, je sais pas si c'est des pieux. C'est peut-être des têtes de gens qui sont en train de nager, il faudra faire gaffe ça. Bon, apparemment en surface il n'y a pas d'autres dangers particuliers. Et on va voir maintenant pour les fonds, on va y aller doucement. Allez, c'est parti.
Alors une mer transparente, des couleurs bleu-vert, du sable, des coraux, des îlots tout plats. C'est exactement l'idée que je me faisais de mon séjour au Belize. Je suis arrivé hier, plusieurs fois j'ai été faire du snorkeling sur toute la partie du massif. Bon, j'ai pas les moyens de filmer sous l'eau, mais c'est un superbe spot pour faire du snorkeling. L'eau est parfaitement transparente, on voit à plusieurs mètres de fond. Il doit être occupé au moins par un gardien parce que la nuit, il y a une lumière. Je vais aller faire un tour sur la plage qui est devant là. Alors j'ai ramené l'annexe sur le bord du bateau parce qu'en fait, je supporte plus de l'entendre taper dans l'eau comme ça toute la journée. Alors je suis sur Longyearbyen et petite déception par contre, et ça j'en avais déjà parlé concernant les déchets qu'on peut trouver un peu partout en mer ici. Quand on arrive dans un endroit comme ça, les fonds sont tellement beaux, le mouillage est tellement agréable, on a envie d'aller faire un tour sur l'île et puis la première chose qu'on trouve en arrivant, alors c'est malheureusement pas vraiment une surprise, mais bon. Voilà. Et ça, on est sur une île, il y a quelques habitations, je ne suis pas sûr qu'elles soient habitées. Voilà, il y en a tout le long là en fait. Mais, bon, c'est la réalité de notre société actuelle, de notre époque. J'espère que ça changera. Il est temps de lever l'ancre. J'espère que ça va bien se passer parce que hier j'ai vu que l'ancre avait tendance à passer sous les rochers et à se crocheter dedans. Alors l'avantage c'est que je vois le fond, c'est extrêmement rare dans mes zones de navigation. S'il faut, on se la lèvera un peu. Ça, c'est que l'encre en fait elle est même pas accrochée. Là je suis en train de traîner l'encre au fond. Alors là elle vient de crocher dans quelque chose. Là je la vois. En fait l'encre était même pas planquée dans le sable. J'ai bien fait de partir assez tôt parce que du coup le vent n'a pas encore tourné, il n'est pas perturbé par le thermique et le cap est parfait, presque parfait on va dire. Je vais passer à côté d'un des îlots que je souhaitais voir, mais je ne vais pas m'arrêter, je peux tracer vers le nord. Et d'ailleurs je me demande si ça continue comme ça, si plutôt que de viser Twin Cays, qui est l'objectif que je m'étais fixé pour aujourd'hui, si j'arrive à remonter dans ce qui s'appelle le Inner Channel, il y a un espace libre, d'eau libre, à l'intérieur de la barrière de corail, qui est utilisé notamment par le cargo, les gros bateaux. Si j'arrive à remonter au près vers le nord, à l'intérieur de ce Inner Channel, dans ce cas-là, je vais aller beaucoup plus haut que Twin Cays, je vais remonter le plus possible vers le nord, je vais voir. Kroll Cay, là-bas, c'est un des îlots que je voudrais voir à mon retour dans quelques jours. Et c'est marrant, il y a un bateau qui est échoué, c'est un ketch, un gros en plus. S'il est encore là dans quelques jours, j'irai voir ce qui lui est arrivé. Alors si ça continue comme ça, je vais pouvoir arriver directement à Colson Cay qui se trouve ici, puisque actuellement j'y vais en route directe. Ça c'est Twin Cays où je comptais aller. Mon point de déroutement était ici, mais je vais passer allègrement. Et en fait, avec un peu de chance, je vais voir ce que ça va donner, mais je peux peut-être même arriver jusqu'à Colson Cay. À voir. Alors, je viens de passer Twin Cays, ce qui était ma destination initiale, qui est là-bas au fond. Et en fait, je vais continuer, parce que c'est assez inattendu d'avoir des conditions aussi favorables. Je ne sais pas si je vais continuer jusqu'à Carson Cay à cette vitesse, j'avance à 7 nœuds. Ça fait 3 heures de navigation. Il y a une quai qui est juste avant que j'avais déjà repéré. C'est sans doute celle que je vais choisir. D'autant plus que là le temps est en train de changer. Les nuages ont tendance à se souder. Donc pour l'instant je continue à avancer. La prochaine étape, on va dire, le prochain point de décision est dans environ 1h30.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais retenir de cette petite navigation de Belize. Cette mer plate en permanence. Ça fait maintenant une dizaine de jours que je suis parti. Voilà la pire mer que j'ai eue jusqu'ici. Ça fait rêver quand même, hein. L'île est juste en face là-bas. Et je viens de gonfler un peu parce que jusqu'ici j'ai privilégié la vitesse en fait en restant à peu près à 50 degrés du vent. Mais maintenant que je me rapproche de l'île, je suis revenu à 35 degrés de façon à pouvoir faire une route directe sur la zone de mouillage. Ça va me permettre en fait une fois à l'arrivée de ne pas avoir à faire trop de moteur. Je me retrouve maintenant à 35 degrés du vent, la vitesse elle a chuté, j'étais à 7, je me retrouve à 5,5 maintenant. Mais ça progresse, c'est pas grave, il y a 20 nœuds de vent. La mer est un petit peu formée, selon les termes de Météo France, on dirait qu'elle est peu agitée à agiter. Je vois un voilier, plus exactement je distingue un voilier là-bas. Je suis surpris, en cette saison, il y a plus beaucoup de navigation. On ne peut pas croiser énormément de bateaux. Et les quelques-uns que j'ai croisés sont des catamarans de location. Toujours les mêmes d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui abordent, mais en tout cas c'est les mêmes bateaux. Les Colson Keys. J'ai acheté un dernier coup d'œil à comment se comporte le mouillage parce que après avoir bossé la chaîne, c'est-à-dire avoir mis un bout qui retient la chaîne plutôt que d'avoir la chaîne qui tire directement sur le guindeau, la chaîne a toujours tendance au début à glisser un peu. Donc des fois il faut que je rajoute de la chaîne de façon à récupérer ce mou qui est parti. Mais bon là il n'y a aucun problème. Allez je vais être tranquille là. Tiens, je vais envoyer le drone, on va repérer les lieux. Le mouillage est très agréable, l'eau est transparente, là j'ai 2 mètres de fond à peine. Il y en a plusieurs, on le voit pas, mais entre les deux il y a une espèce de chenal qui passe. Mais il n'y a pas grand chose à faire parce qu'en fait c'est que de la mangrove, on ne peut pas y accéder, ou alors il faut y aller avec une machette. Et en plus de ça, je pense que le sol ça doit être un espèce de terrain boueux. J'ai été faire voler le drone pour voir à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas l'air vraiment d'être le genre d'endroit où on va aller faire une rando. En tout cas ça aurait été une pause agréable. Très beau mouillage, bien protégé, avec une eau transparente. Par contre c'est un fond sableux avec quelques algues. Il n'y a pas vraiment de corail ici. Donc aujourd'hui je vais redescendre vers le sud. Tout est assez simple en fait, puis il ne présente aucune difficulté. Je vais quitter Colson Keys, je vais m'éloigner un peu du massif qui est là. Je descends vers le sud, j'arrive à mon étape suivante, qui est à une dizaine de milles, ça ne devrait pas présenter de problème. Je ne sais pas quel est le nom exactement ici, il s'appelle ça Garbut Keys sur certaines cartes. Je ne sais pas si c'est le nom officiel ou si c'est le nom que leur donnent les locaux. Alors je me prépare à faire un départ du mouillage à la voile, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que même si derrière il n'y a rien, très rapidement sur bâbord et sur tribord, je me retrouve avec des fonds de moins d'1 mètre. Le problème c'est que quand je fais un départ à la voile en solo, à partir du moment où l'ancre a décroché, la GV est haute donc, et le bateau a tendance à partir soit sur la gauche, soit sur la droite, et il est livré à lui-même, et je veux pas prendre le risque de me retrouver sur des fonds de moins d'1 mètre, même si c'est du sable, ça va me coûter 5 minutes de plus de m'éloigner un peu, de mettre le moteur bien sûr, de m'éloigner un peu, de revenir face au vent, de hisser la GV et de repartir. Alors je m'éloigne doucement parce que sur la carte il y a ce qui s'appelle une soft coral bar. Je ne sais pas trop ce que ça peut être la notion de soft coral. Bon, il y a que 3 mètres de fond. Donc si je veux taper dans quelque chose, autant pas aller trop vite. Donc pour l'instant je n'avance qu'avec la GV. De toute façon c'est assez facile parce que ça va être lâché au portant. Ça va être du travers, voire même du large. Ça va être du large. Coco Plum Cay qu'on rencontre en descendant vers le sud, en route vers Twin Cays. Twin Cays qui est en face là-bas je pense. Et ça c'est typiquement le genre de ressort qu'on trouve sur les îlots privés avec marina, hôtel, restaurant, bar. Il y en a beaucoup qui se louent un cata pour une semaine par exemple et se font ces îlots-là comme s'ils n'ont même pas besoin de cuisiner. Tous les soirs c'est restaurant, c'est super mais c'est pas le même budget par contre. Petit à petit j'approche de Garbut Cay. Présente en fait toujours la même silhouette dans des îlots très plats, c'est jamais haut, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagne bien sûr, encore moins de volcans. Il y a une cabane sur l'îlot là, ça a l'air d'être du sable, j'irai y faire un tour. Apparemment ça c'est que de la mangrove. Il y a un passage ici mais il n'est pas praticable, je vois le fond, il doit y avoir même pas 30 cm d'eau là-dedans. Alors c'est curieux parce que je suis mis à 8 mètres. Et pourtant, je vois que derrière, à la couleur de l'eau qui est beaucoup plus sombre, je ne dois pas avoir beaucoup de fond ici. Et juste
à bâbord, j'ai un autre îlot avec des arbres. Et pareil, je vois les fonds d'ici. Je voudrais pas me retrouver sur un de ces hauts fonds. J'ai envoyé 35 mètres de chaîne. Je me suis vraiment avancé dans une langue dans laquelle il y avait 8 mètres. L'évitement est quand même assez limité. Le vent c'est toujours plus ou moins dans la même direction. Et la météo s'annonce bonne, hein, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça fait plusieurs îlots que j'ai visités depuis quelques jours maintenant. Jusqu'ici, je vous en ai montré aucun, à part vue depuis le bateau. Alors il y a une raison à ça, c'est que ces îlots ne sont pas forcément facilement accessibles. Souvent c'est de la mangrove, on ne peut pas vraiment pénétrer dedans. Il ne faut pas noircir le tableau, hein. C'est vraiment super beau de naviguer ici. Et en plus de ça, même d'un point de vue de la navigation, c'est très très agréable. Twin Cays. Alors là, je rentre à l'intérieur même d'un chenal. Alors l'objectif c'est de plus voir la mer en fait, c'est d'avoir que du verre autour de soi. En fait, ce sont deux îlots qui sont là en face de l'autre, entièrement recouverts de mangroves, et pour lesquels eh bien, je n'ai aucune vue sur la mer et j'ai du vert à 360 degrés. Inutile de dire que la nuit a été très calme. Alors c'est dommage ici, l'eau est pas super belle pour nager, mais par contre il y a des lamantins. J'en ai vu plusieurs, j'ai pas réussi malheureusement à les filmer parce qu'en fait c'est pas comme à Marineland, hein. Ils sont pas là pour faire le show, ils viennent simplement respirer en surface et après ils sont au fond de l'eau, je sais pas où. Alors moi je pensais qu'ils venaient respirer assez souvent, mais non, ils viennent respirer une fois, deux fois et hop, ils disparaissent, je sais pas où. Je voudrais bien arriver à en choper un avant en choper en vidéo avant de partir.